Les prairies naturelles sont des milieux très intéressants pour la biodiversité et elles ont aussi un rôle important pour les exploitations dans la constitution des stocks fourragers. Alors comment faire pour que ces prairies gardent tout leur intérêt à la fois d'un point de vue agronomique et écologique? Eh bien, on va commencer par s'intéresser à la vie du sol, à son fonctionnement et aux micro-organismes du sol. Alors, l'activité du sol en général et dans les prairies en particulier, il y a un certain nombre de paramètres à réunir, pour un ordre hiérarchique. Le premier au printemps, c'est la température. Tant que le sol est froid, il n'y a pas d'activité biologique suffisante pour que les plantes, les graminées en profitent. Une fois qu'il y a la température au printemps, il faut de l'air et de l'eau. L'obstacle numéro 1 dans les prairies permanentes, c'est la couche de feutrage. Cette couche de feutrage limite l'aération, limite l'infiltration de l'eau. Une fois qu'on a ces trois paramètres, température, air et eau, l'activité microbienne qui participe à la structuration du sol, elle a besoin d'une nourriture. Et cette nourriture, c'est un petit peu comme tous les animaux, c'est une ration alimentaire qui va être à base d'une source d'énergie, de matière organique assez facile à décomposer, et de matière organique qui amène aussi de l'azote, plutôt sous forme ammoniacale. Pour les éleveurs, les fumiers, c'est des choses dont il faut se débarrasser à la fin de l'hiver, mais ça a un véritable intérêt agronomique, c'est même le meilleur fertilisant dont disposent les éleveurs, à condition de savoir le gérer. Parce que ce fumier, même s'il a une valeur fertilisante, on peut très facilement perdre la valeur fertilisante. Alors au début, le fumier, on s'en occupait pas. Il n'était pas bâché, il n'était rien du tout. Et j'avais pas un compost, j'avais un fumier qui était resté quasiment tel quel. Sur les prairies, je dis pas que je voyais pas l'efficacité, mais voilà, c'était pas quelque chose que je recherchais vraiment. J'étais plus encore sur de l'engrais aussi à l'époque, donc du coup le fumier était vraiment un sous-produit. Ça s'est passé il y a 22 ans, 23 ans. On a eu une réflexion sur notre quantité de fumier qu'on avait sur l'exploitation et la façon de l'épandre. En fait, on l'épandait que sur une petite partie de notre surface, donc les terres qu'on labourait l'année de semis. Et en fait, on s'est dit pourquoi mettre du fumier que sur ces parcelles et mettre de l'engrais sur les autres. Donc on a cherché la solution la plus adaptée à notre exploitation pour pouvoir faire un produit qu'on puisse épandre de partout, qui ne nous pose pas de problème de refus quand on met au pâturage, qui n'ait pas d'odeur, qui soit facilement assimilable par les plantes. L'autre intérêt du fumier par rapport aux engrais minéraux du commerce, c'est que non seulement le fumier contient des engrais minéraux, mais il contient aussi des nutriments organiques qui vont nourrir la vie du sol, améliorer la structure du sol. En saison, quand les plantes poussent, elles participent un peu à nourrir les microbes du sol, parce qu'elles sécrètent autour des racines ce qu'on appelle des exudats racinaires, qui sont justement des sucres, des acides aminés. Mais elles ne commencent à faire ça que quand elles sont déjà un petit peu développées. En activité agricole, si on veut améliorer le fonctionnement naturel, ça va être pour les éleveurs la gestion des effluents d'élevage. Et ces effluents d'élevage doivent apporter de l'azote ammoniacal et des matières faciles à décomposer. À l'époque, je mettais beaucoup d'engrais. Et en mettant beaucoup d'engrais, j'avais favorisé certaines espèces et diminué d'autres espèces. J'avais perdu des légumineuses, j'avais beaucoup de graminées. C'était un peu... alors j'avais de la récolte, mais j'avais pas forcément les bonnes valeurs dans mon foin. Voilà, quelque chose près, c'était ça. En arrêtant complètement l'engrais, en mettant un fumier et un fumier de meilleure qualité, j'ai récupéré pas mal de légumineuses. Donc je pense que l'association des deux, c'est-à-dire un bon fumier composté et l'arrêt de trop d'engrais, je pense que ça a fait vraiment, améliorer mes prairies sur la diversité floristique qu'il peut y avoir dedans. Lors du stockage, le fumier peut perdre de la valeur fertilisante. Le premier
ennemi de la valeur fertilisante, c'est la pluie. Tous les tâches, ils vont prendre la pluie pendant toute une saison, ils vont faire du jus, et toute la valeur fertilisante au sens chimique, azote et compagnie, elle va se retrouver dans le jus, et du coup le tas de fumier aura beaucoup moins de valeur au sens fertilisant pour les cultures. Le deuxième ennemi du fumier non protégé, c'est aussi le soleil, parce que le soleil va sécher le fumier en surface, ça fait une croûte, et la croûte, toutes les matières organiques, et notamment le fumier, quand il se dessèche, il devient hydrophobe. Ça veut dire qu'après, il aura beaucoup de mal à reprendre de l'eau, il va être difficile à éclater, à émietter dans les prairies, et on risque de le retrouver dans les fourrages. Donc toute la partie desséchée, c'est aussi une perte de valorisation. Donc si on veut éviter à la fois le dessèchement de surface et la perte dans les jus, il faut couvrir les fumiers. Soit le système minimal, c'est poser une bâche sur les tas de fumier, et le meilleur système, quand on peut l'avoir, c'est une fumière couverte à côté du bâtiment d'élevage. Il faut stocker le fumier à l'abri et simplement le déplacer dehors un petit peu avant de les pendre. On peut les pendre en direct, c'est là où on a le moins de pertes, mais ce n'est pas l'idéal du point de vue de la vie du sol et de la facilité de décomposition. J'ai fait que de le bâcher. Et rien que déjà de le bâcher, j'ai vu dès la première année que quand je ramassais mon foin, je ramassais plus du fumier. Alors que jusqu'à maintenant, chaque fois dans les mangeoires, je retrouvais du fumier que j'avais pendu. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant de me dire que la protection de la bâche permettait justement que ça ne croûte pas, et que si ça ne croûtait pas, je ne récupérais pas ce que j'avais déjà épandu. Donc ça avait été déjà une première approche qui m'avait bien plu. Alors normalement, le fumier, je le bâche assez rapidement. Grosso modo, j'aime bien le bâcher entre 15 jours, 3 semaines maximum après ce que je l'ai sorti. Voilà. Et je le débâche ou pour le composter et après je le rebâche, ou pour les pendre. J'ai plus de, beurre noir de fumier qui s'accumule au pied avec une soupe de fumier lessivé. Donc je pense que oui, sur le lessivage c'est important, et je pense qu'il y a deux choses. Vraiment le lessivage et vraiment la croûte due au soleil. Parce que si on laisse vraiment le soleil travailler sur la partie externe du fumier, on se retrouve vraiment avec des bouts de fumier qu'on récupérera encore dans la mangeoire l'hiver prochain. L'idéal du point de vue de la vie du sol, c'est lancer ce qu'on appelle le compostage. Le compostage, on va le conduire pour améliorer la valeur fertilisante, la valeur nutritionnelle pour les micro-organismes du sol, tout en évitant de perdre de la valeur fertilisante. Et la deuxième approche, c'est de me dire, maintenant, il faut que j'arrive à trouver un système pour arriver à le composter. Donc, j'ai fait la fosse à fumier qui est derrière moi. Elle n'est pas encore opérationnelle à 100%, mais elle est déjà pas mal intéressante. Et du coup, je sors mon fumier, je le mets en tas. Je le retravaille pour en faire un cordon ou d'un côté ou de l'autre de la fosse. Et après, ou je le retravaille encore une fois, ça dépend quand je l'épand, ou je l'épand directement. Donc voilà, on a opté pour le compostage il y a 22 ans, et là pour l'instant on en épand toutes les années sur toutes nos parcelles. Ça nous a permis de supprimer nos apports d'engrais, nos apports de produits phyto aussi. Donc petit à petit on a diminué l'engrais, et au bout de 5 ans on a supprimé les apports d'engrais. Les apports de phyto, on les a supprimés la première année. Et voilà, depuis on fonctionne comme ça, on a pu passer en agriculture biologique. Alors, le problème du fumier, c'est dès qu'on va le sortir de la bergerie ou de l'étable, le fait de le bouger, ça l'aère un petit peu, donc ça va déclencher un petit peu des fermentations. Si c'est pas la période pour le composter ou pour l'épandre, il vaut mieux le sortir en paquet le plus gros possible et presque le tasser pour l'empêcher qu'il travaille, le stocker sans qu'il évolue. Donc l'idéal, c'est de stocker du fumier dans un premier temps pour éviter qu'il perde de la valeur fertilisante, et de déclencher la phase compostage par rapport aux dates d'épandage. Si j'ai pas le temps de le remuer, souvent je le laisse comme ça et je le remue un mois avant de l'épandre. Pendant tout le temps il est bloqué, et un mois avant il se met à travailler, et quasiment quand je dois l'épandre il est quasiment bon.
ça fait pas trop mal. Donc ça dépend vraiment de la période où je le sors. Si je le sors au mois de janvier, forcément avec la neige, je vais pas le remuer pendant l'hiver, donc je le remuerai qu'au printemps. Par contre, si je le sors par exemple au mois de mai, je peux le remuer assez souvent, donc autant les remuer peut-être 1, 2 ou 3 fois avant de les pendre. Alors le compostage, ça paraît un petit peu mystérieux quand on n'a pas l'habitude. C'est simplement l'équivalent d'une fermentation. Les conditions du compostage, c'est des conditions d'émiettement pour que ça se décompose bien et d'humidité. L'humidité, il faut que ça soit ni trop sec ni trop humide. Les fumiers trop secs vont jamais se décomposer, ça ne va pas évoluer, donc ça ne peut pas faire du compost. Et les fumiers trop humides vont rentrer dans des phénomènes d'anoxie, d'asphyxie, et on a des choses qui vont avoir des odeurs un peu désagréables et qui vont faire du jus perdre de la valeur fertilisante. Quand on prend une poignée de fumier, il ne doit pas y avoir de jus qui coule, et si on presse le fumier, on arrive à faire sortir un peu du jus. Quand on voit qu'il y a juste un tout petit peu de jus qui sort, c'est qu'on est à peu près dans la fourchette idéale qui est entre 60 et 70% d'humidité. S'il y a trop de jus qui coule, c'est qu'on est trop haut. S'il y a zéro jus et qu'on n'a pas d'impression d'humidité, c'est trop sec. Voilà. Alors les problèmes ne sont pas les mêmes selon les animaux. Les fumiers de bovins sont relativement assez humides, donc les fumiers de chèvre ou de mouton sont très secs. Et des fois c'est plus difficile à composter par manque d'eau. Une solution des fumiers de bergerie, mais pour les réhumidifier, on peut les sortir, mais il ne faut pas faire des couches trop épaisses. Une fois que la pluie a imprégné, avant que ça fasse du jus, là on reprend le tas pour faire un tas de dimensions adaptées à la composteuse, et on pose la bâche pour que ça composte, sans faire de perte. Quand je le sors au mois de janvier, les bêtes elles sont encore dedans et le fumier a tendance à être encore pas mal humide. Du coup, je peux le bâcher directement, ça ne gêne pas du tout. Il est frais, il a, on va dire, les grossométries qu'il faut pour se composter naturellement déjà, et du coup, ça va bien. Après, quand je le sors au mois de mai, souvent je le sors juste quand les bêtes sont parties. Donc je suis à quelque chose près, je suis dans la même optique et dans la même chose que mon fumier du mois de janvier. Cette année, j'ai sorti un poil plus tard, et quand je l'ai sorti au mois de juin, il avait séché à l'intérieur de la bergerie. Et du coup, en ayant séché à l'intérieur de la bergerie, c'est vrai que s'il prend l'eau dehors, je pense que ça ne doit pas être trop grave, sachant qu'au moins l'eau le réhumidifiera un peu pour arriver à travailler correctement. Quand on veut déclencher le compostage, on va l'émietter. Alors, quand on a des petits volumes, on va charger le fumier sur un épandeur à poste fixe et faire un cordon, un tas de fumier allongé, émietté à l'épandeur à poste fixe. Il y a deux choses qui sont intéressantes aussi, c'est de le passer à l'épandeur à fumier quand je le sors. Ça permet de briser la croûte qui a été faite en bergerie et de ne pas avoir vraiment des grosses croûtes en surface et des croûtes qui restent, même si on bâche, elles restent quand même. Donc je pense que l'épandeur à fumier est aussi important, et je pense que de le remuer, alors souvent peut-être pas, mais de le remuer à des bons moments et j'allais dire des moments opportuns pour justement bien faire fermenter et pour bien le faire composter, je pense que c'est aussi très intéressant. Si on a des plus gros volumes de fumier, à l'épandeur ça prend beaucoup de temps. Il faut des machines qu'on appelle des composteurs ou des retourneurs de compost. Il faut simplement faire un tas de dimensions adaptées à la taille du composteur. Et à ce moment-là, le composteur va faire quelque chose de bien émietté de façon beaucoup plus rapide que l'épandeur. On sort le fumier des bâtiments environ 4 fois par an sur notre exploitation. Donc on a une plateforme de compostage, et quand on sort le fumier, donc on le met en andin, qui font environ 50 mètres de long. Après avoir mis le fumier en andin, on passe une première fois le composteur, le retourneur d'andin, sur les tas. Et on va vérifier, une fois que c'est bien émietté, que le tas chauffe. Le signe de la bonne fermentation du compostage, c'est une élévation de température. On vérifie que ça chauffe et que la chauffe est relativement uniforme dans le tas. C'est
pas toujours uniforme dans le tas. À ce moment-là, au bout de 15 jours, 3 semaines, il faut passer une deuxième fois le retourneur pour faire chauffer la partie qui n'a pas chauffé. Les adventices, ça a l'avantage de chauffer. Donc, comme on déclenche une fermentation aérobie, le fumier va monter en température. Donc on fait un premier retournement environ 10-15 jours après avoir mis le fumier en endrain. Le fumier va monter en température, donc il monte jusqu'à 60-70 degrés. Donc là, il va déjà brûler toutes les adventices, les graines qui sont à l'intérieur du tas. Et celles qui sont sur les bords du tas vont germer. Et ainsi, ça va supprimer la quasi-totalité des graines qu'il y a dedans. Ça va aussi supprimer les agents pathogènes, les microbes, ça en élimine pas mal. Après, on s'est mis une certaine tolérance. Il y en a pas, enfin, on n'a pas plus d'adventices sur nos parcelles, mais c'est tolérable. Et on a vu une différence flagrante parce qu'on avait souvent des invasions de dicotylédones pas mal qui salissaient les parcelles. Et là, depuis qu'on met du compost, on en a beaucoup moins, si ce n'est plus à certains endroits. Donc une fois qu'il est chaud, on l'épand quand il est chaud, il sera plus facile à épandre, il sera mieux réparti de manière plus fine et il aura à dose équivalente à un fumier frais, il aura un meilleur effet sur la productivité de la prairie. Tout l'enjeu du compostage, c'est suffisamment pour faciliter la décomposition, mais pas trop pour garder une valeur nutritionnelle pour les micro-organismes du sol. Donc le problème des fumiers frais, c'est qu'on a des quantités de paille plus ou moins importantes, mélangées à des déjections. Les déjections sont des formes d'azote qui sont relativement rapidement disponibles. Les litières, même quand c'est de la paille, ils doivent se décomposer pour devenir utiles à la vie microbienne du sol. Donc le problème du fumier frais, c'est qu'il y a un décalage de disponibilité entre l'azote d'un côté et le carbone de l'autre. Si l'évolution du compost en tas, on arrive à ce stade-là, on voit encore de la paille, mais la paille dans son ensemble a perdu sa couleur jaune, elle est devenue un petit peu marron, et si on tire dessus, on s'aperçoit qu'elle s'émiette toute seule. Donc là, elle est en cours de digestion, de décomposition, et c'est le stade idéal qu'on appelle ce compost jaune. On reconnaît encore le fumier, mais les pailles sont pré-décomposées. Si on attend trop longtemps, on va arriver à un produit qu'on appelle souvent du beurre noir, c'est tout noir, on ne voit plus de paille, et là on a perdu toute la valeur fertilisante. Donc dans l'idéal, c'est à peu près à ce stade-là qu'il est le plus intéressant à épandre dans les prairies. Si on veut faire un compost jaune, donc qu'on veut épandre assez rapidement et qui sera un peu plus riche en azote, après le premier retournement, on le laisse refroidir, donc ça va durer 1 mois et demi à peu près, et on l'épand. Je sors 2 fois mon fumier, je sors une fois au mois de janvier et une fois au mois de mai. Celui du mois de janvier, normalement je devrais l'épandre au mois entre avril et mai. J'attaque à le travailler, on dirait au mois de mars par là, entre mars et avril. Si on voit sur la période où je l'ai composté, ça fait que deux fois que je le composte, donc ça fait un compost qui est encore relativement jeune. Pour la partie où je le fais au mois de mai, je le sors aux alentours du 15 mai et là je l'épandrai au mois d'octobre. Donc là c'est pareil, il y a des fois dans l'été quand j'ai bien le temps, je m'y mets, je le composte au moins une fois. Puis il y a des fois, j'attends au dernier moment et du coup je le composte une fois au début septembre et une fois peut-être début octobre, mais voilà, je refais encore que 2 fois juste avant. Alors du coup derrière moi il y a 2 composts. Il y a le compost qui est contre le mur qui a été composté 2 fois. Et on voit que c'est du coup plus sombre, plus foncé et qu'on a déjà travaillé. Donc celui-là il est presque prêt à être épandu. On voit d'ailleurs qu'il est plus friable et plus noir. Et à droite, de l'autre côté, pas côté mur, ça c'est un fumier que j'ai sorti donc fin août. Juste après que les agneaux soient partis, donc on voit très bien qu'il n'a pas été composté, on voit très bien qu'il y a les croûtes parce que les agneaux y ont dansé dessus tout l'été, donc on voit très bien qu'il est croûté et du coup on voit très bien l'effet du compost et du non composté.
Je dirais qu'à chaque fois c'est une demi-journée quand je le remue. Voilà, donc si je le remue 2 ou 3 fois par épisode, ça me fait 2 ou 3 demi-journées. Si maintenant je l'ai remué qu'une fois avant, un mois avant de l'épandre, ça m'aura fait qu'une demi-journée. Mais en moyenne sur l'année, sur les 2 périodes où je sors mon fumier, je dirais que je dois perdre entre 2 et 4 demi-journées. Quelque chose près, ça doit être ça. En temps cumulé, je pense qu'il faut compter 2 journées de travail complètes. Pour faire, nous on produit, enfin l'exploitation produit 2000 tonnes de fumier à peu près. Donc c'est le temps qu'il nous faut pour composter. Alors quand on s'est mis à faire du compost, par le biais de la CUMA du DRAC, on a acheté un retourneur d'andin à plusieurs éleveurs. Et aujourd'hui encore, on est plusieurs à s'en servir. Par contre, c'est toujours le même qui le conduit et il va de ferme en ferme pour faire l'état de chacun. On essaie de s'organiser un peu, de grouper les périodes pour pas avoir besoin de faire des allers-retours sans arrêt. Donc en fait, il y a souvent une période au printemps et après une période à l'automne. Les dates d'épandage utiles pour les prairies, ça va être avant tout en sortie d'hiver, avant le démarrage de l'herbe. Ça veut dire qu'il faut pouvoir sortir du fumier avant la fin de l'hiver, avant la mise à l'herbe. Et les dates suivantes, on peut mettre du fumier, c'est après la première coupe du foin, à condition que l'été soit pas trop sec. Et on peut remettre aussi des fumiers en automne, après les pâturages ou les fauches des regains. Les fumiers d'automne ne vont pas être totalement lessivés, ils vont améliorer la vie du sol, améliorer le démarrage de l'herbe pour la saison d'après. L'efficacité en début de saison, pour avoir un effet un petit peu starter pour l'activité microbienne, c'est l'équivalent de 30 à 40 unités, c'est-à-dire kilos d'azote pur à l'hectare. Si on a des fumiers qui dosent 5 kilos d'azote à la tonne pour les fumiers de bovins, voire 8 ou 9 pour les fumiers de chèvre ou de mouton, ça veut dire que des tout petits tonnages de l'ordre de 4 à 5 tonnes par hectare peuvent être efficaces. Ils vont être efficaces à condition qu'ils soient très bien épandus de manière la plus fine possible. Et là, à tonnage équivalent, la qualité de l'épandage va vraiment faire la différence. Les épandeurs modernes à hérisson verticaux font un travail plus fin et permettent d'abaisser les tonnages. Après, il y a 5 tonnes hectares, c'est assez difficile à réaliser, mais entre 6, 8 et 10 tonnes hectares, on peut avoir des très bons résultats. À condition que ce soit épandu finement, on a l'impression de ne pas avoir passé. Si c'est du compost jaune, ça ne va pas gêner ni la repousse, ni le pâturage des animaux. Et il vaut mieux faire des petits tonnages sur le plus de surface possible tous les ans qu'un gros apport massif espacé qui va plutôt perturber la flore de la prairie et éventuellement l'équilibre aussi pour les pathogènes, etc. On a un épandeur à hérissons verticaux avec un système DPA, c'est-à-dire qu'il adapte la quantité épandue en fonction de la vitesse du tracteur. On avait opté pour cet épandeur pour ça, parce qu'il faisait du bon travail. Alors on a des bons épandeurs à fumier, mais pour en épandre peu, c'est difficile. Donc je pense que grosso modo, je dois être aux alentours de, je dirais, 8-10 tonnes hectares de fumier sur les prairies naturelles. J'essaye au maximum d'en mettre chaque année. Seulement j'ai beaucoup de surface aussi, si je peux pas chaque année, au moins de le faire tous les 2 ans. Et j'essaye surtout aussi de faire ces apports de fumier à des prairies que j'irrigue. Donc voilà, on va dire que chaque année c'est un peu différent, mais on va dire sur le gros, j'épand essentiellement sur les prairies que j'arrive à irriguer. C'est un peu typique de toutes les prairies en général, mais c'est accentué en zone de montagne et dans les prairies permanentes. La matière organique qui vient de la décomposition des feuilles, des racines, ça fait une couche qu'on voit bien sur la tranche ici, qui fait 1, 2, 3 cm, toute noire. C'est que de la matière organique qui n'est pas fertile, qui fait un obstacle plutôt à la pénétration de l'air et de l'eau.
et qui empêchent le sol de bien fonctionner. Et donc, dans les zones de montagne où on ne peut pas faire de travail du sol, si on veut améliorer le fonctionnement des sols de prairie, le premier levier, c'est faire qu'il y ait un peu plus d'oxygène. Et pour qu'il y ait de l'oxygène, il faut passer un outil qui arrive à traverser cette couche de feutrage. Quand c'est moins mécanisable, on va essayer de scarifier les prairies, l'objectif étant de traverser cette couche-là. C'est une herse de prairie qui est vraiment destinée aux prairies permanentes principalement. Le but pour nous, ça a été de trouver un outil qui nous permettait d'aérer le sol dans nos prairies où on pouvait pas travailler d'autre manière le sol. Il n'y a jamais de travail de labour ou quoi que ce soit dans ces prairies-là. Donc le but c'était principalement de casser la couche de feutrage. Cette machine elle a 3 choses dessus. Il y a notamment une première rangée qui permet de casser les mottes. Ensuite il y a une spire avec des dents qui nous permet du coup de faire des trous dans le sol. Et la dernière rangée c'est des émousseurs qui nous permettent de gratter la surface. Donc voilà, on a acheté cette machine vraiment pour essayer d'améliorer les rendements dans nos prairies. C'était le but. Donc après le passage de la herse de prairie, scarificateur à prairie, on vérifie l'intensité de l'action et la partie de l'outil qui assure l'aération, c'est les dents qui sont fixées sur la rouleau spire. Normalement, ces dents sont censées faire 20 trous par mètre carré. Et là, on voit l'impact de la dent sur une motte qu'on a dégagée et on peut dire que ça fait 7-8 cm de profondeur, largement suffisant par rapport à l'épaisseur du feutrage qui fait 4 ou 5 cm. La répétition, la régularité de cet entretien mécanique contribue à l'amélioration de la prairie, à une meilleure décomposition des fumiers, des matières organiques. Voilà, donc aujourd'hui on l'utilise avec un passage souvent au printemps et à l'automne. Ici il y a la neige l'hiver, donc après à la sortie de la neige on fait souvent un petit peu d'épandage de fumier et un petit passage de herse. Et à l'automne pareil, peut-être un peu d'épandage de fumier et un passage de herse. Quel que soit le travail du sol, aussi bien en sol nu qu'en prairie permanente, la réussite de l'opération dépend de l'état d'humidité du sol. Si le sol est trop sec, la machine ne va pas bien rentrer, on ne sera pas efficace. Et si le sol est trop humide, les trous vont être lissés et ça va limiter l'infiltration de l'air et de l'eau. En combinant ça à la gestion des fumiers, à la gestion du pâturage et de la fauche, on améliore le fonctionnement de la prairie, on diminue la tendance au feutrage et on améliore la qualité de la flore. Voilà. Et donc une fois qu'on a de l'activité microbienne, il y a quand même un inconvénient à l'activité microbienne, c'est que tous ces micro-organismes produisent des acides. Et si le milieu du sol est déjà acide, l'acide produit par les microbes se surajoute à l'acidité naturelle. On va avoir des phénomènes d'acidification des sols et du coup de blocage de l'activité microbienne et de l'évolution de la matière organique. Donc le 5e paramètre après l'air, l'eau, l'énergie et l'azote, c'est le calcium. Le calcium, c'est le seul élément qui permet de neutraliser l'acide produit par les microbes. Alors là, on a 2 cas de figure. Soit on est sur des sols calcaires, à ce moment-là, le calcaire fournit naturellement du calcium et on n'a rien à faire. Soit on est en sol non calcaire, et à ce moment-là, l'optimisation du système passe par un apport de calcaire. Sous une forme pas trop soluble, pour pas qu'il y ait une réaction chimique automatique, sous une forme plutôt de granulat, qui va être attaqué uniquement par l'activité microbienne et libérer le calcium du calcaire. Donc là, pour savoir ça, on va faire un test. Est-ce que le sol est calcaire? Le test, c'est une réaction avec les carbonates de calcium, le calcaire étant du carbonate de calcium. Donc on fait un petit test avec de l'acide dilué pour savoir si le sol est carbonaté ou pas. Donc on prend de l'acide chlorhydrique dilué à 20% et on en verse sur la terre. Et là, les 3 petits tas, c'est 3 sols un petit peu différents. On va regarder leur réaction à l'acide. Le premier, il fait une forte effervescence. Alors ce test de carbonatation, on lui donne une note entre 0 et 3. Quand ça fait des grosses bulles instantanées, c'est la note de 3. C'est un sol fortement calcaire. Il n'y aura
jamais besoin d'apporter du calcaire. Il y a même des risques de blocage par excès de calcaire. Le sol du milieu, il est presque pareil. L'effervescence est un peu plus petite et un petit peu plus marron. Le deuxième, ça serait plutôt la note de 2 sur 3. C'est encore calcaire garanti à vie, mais avec moins de risque de blocage lié à l'essai de calcaire. Et le troisième, c'est le sol de la parcelle où on est. Si je verse de l'acide dessus, eh bien, on voit pratiquement rien. Donc ce sol en place, on ne voit pas de bulles. Après, on peut vérifier si on entend une effervescence ou pas. On peut dire qu'il est non calcaire. Du coup, ce sol justifie d'un chaulage, d'un apport de calcaire. Pas pour changer sa nature, son fonctionnement, simplement pour optimiser l'activité microbienne qui permet d'avoir un meilleur développement racinaire, une meilleure productivité des prairies. Et le calcium a un deuxième intérêt plus qualitatif en élevage, surtout pour la fabrication des fromages. Si le fourrage est plus pourvu en calcium, le lait sera aussi plus pourvu en calcium et on améliore la qualité fromagère, les rendements fromagers et la durée de conservation des fromages à travers la gestion du chaulage. Alors que le terme chaulage peut regrouper plusieurs types d'apports. L'apport d'optimisation, le plus physiologique, le plus naturel, autorisé en agriculture biologique aussi, c'est l'apport de calcaire concassé, carbonate de calcium broyé assez fin. Voilà. Tous ces conseils ne sont peut-être pas applicables dans toutes les situations. Par exemple, lorsque les prairies sont éloignées du siège d'exploitation, dans des zones difficiles d'accès ou encore dans des zones de pente. Ces prairies, qui sont peut-être moins productives mais diversifiées, peuvent avoir tout leur rôle pour la santé du troupeau et la biodiversité. Dans la plupart des autres cas, en combinant une bonne gestion des fumiers, une aération du sol et si nécessaire un apport en calcium, on améliore le fonctionnement du sol, on améliore le fonctionnement de la prairie et on améliore la qualité de la flore.